Bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Ça Roquefort pour un épisode hors série et aujourd'hui on va parler de guitare de légende. Alors, qui dit guitare de légende, dit évidemment guitariste de légende. Tout au long de cet épisode, on va parler de maîtres de la guitare et de guitaristes légendaires. Mais gardons quand même à l'esprit que les véritables stars aujourd'hui, ce sont les guitares. On va d'abord se pencher sur deux cas de guitare complètement uniques devenus emblématiques, puis nous allons nous intéresser à l'un des modèles de guitare les plus appréciés du heavy metal, pour finir sur l'anecdote d'une guitare ayant appartenu à deux des plus grands guitaristes du rock. On commence tout d'abord par le cas de la Red Special de Brian May. Cette guitare est particulièrement unique car Brian May l'a construite lui-même de toutes pièces. Nous sommes en 1963, lorsque l'adolescent de 16 ans, qui allait par la suite devenir le grand guitariste de Queen, a entrepris un projet un peu fou. Alors qu'il faisait de la guitare depuis déjà plusieurs années, il envisagea de s'acheter la guitare électrique parfaite pour poursuivre ses progrès en tant que musicien. Il en a alors parlé à ses parents qui lui ont rétorqué non sans peine qu'il n'avait pas le sou pour ça. Néanmoins, n'ignorant pas la grande passion dévorante de son fils pour la musique, Harold May lui a proposé une alternative que Brian s'est empressé d'accepter. Harold May lui a proposé son aide pour fabriquer lui-même la guitare de ses rêves. Et là a commencé un chantier qui s'est poursuivi sur 2 ans. Dans un premier temps, le père et le fils ont récupéré du chêne provenant du linteau d'une vieille cheminée dont un voisin se débarrassait. Ce bois compose la majeure partie de la guitare, la partie principale du corps, le manche et les touches. Les touches ont été peintes en noir pour donner un effet ébène, et le manche a été travaillé à la main pour que Brian puisse obtenir l'incurvation qu'il désirait. Bon, en raison de l'âge et de la qualité médiocre du bois, il y a des imperfections visibles sur le manche, notamment 2 trous qui n'ont jamais réussi à faire disparaître. Les inserts du manche sont faits d'accessoires de couture de sa mère, en nacre, et sont disposés de façon plutôt inhabituelle, pour opérer la quinte et l'octave. Pour ce qui est du corps, le bloc central est donc du chêne de la fameuse cheminée du voisin, sur lequel est collé de chaque côté 2 blocs de contreplaqué. Et le tout est recouvert de 2 feuilles d'acajou pour donner l'apparence d'un corps massif, et pour l'esthétique très appréciée de l'acajou. Les micros, quant à eux, sont des Burns trisoniques rebobinés à l'envers pour inverser la polarité. À ce sujet, chose très rarement vue ailleurs, au lieu d'avoir un sélecteur, Brian a placé 2 x 3 switches, c'est-à-dire un switch on-off pour chaque micro et un switch d'inversion de polarité pour chacun des 3 micros aussi, ce qui fait en tout 80 possibilités différentes. Il y a aussi 2 potentiomètres de volume. Parlons à présent du vibrato. Alors lui, il est fait avec une tige de sacoche de vélo agrémentée d'un bout d'aiguille à tricoter à son extrémité. Là encore, volé dans le matériel de couture de sa mère. La barre de trémélo est maintenue par 2 ressorts de soupape de motocyclette dont l'équilibrage s'effectue par des vis accessibles de part et d'autre du bouton de sangle inférieur. Brian avait initialement intégré un système de distorsion Vox pour finalement revenir sur sa décision et le retirer au profit d'une simple pédale d'effet. Le trou laissé par l'interrupteur a longtemps été recouvert par un simple bout de bande adhésive, pour maintenant être caché par la célèbre incrustation en forme d'étoile. Pour ce qui est des finitions, justement, l'entièreté de la guitare a été vernie par du vernis domestique pour meubles en bois, et le corps est agrémenté d'une bande de plastique blanche qui provient d'une simple étagère en plastique. Au total, la fabrication de la Red Special a coûté 17 livres 50. C'est fort peu cher pour le bout de bois qui est ensuite devenu un quart de l'identité de Queen, car oui, la Red Special a accompagné Brian sur tous les albums du groupe sans aucune exception et sur tous les concerts. Ce n'est que très récemment qu'il a fini par utiliser des copies pour préserver l'original qui brille toujours dans l'histoire et qui, en permettant à son possesseur d'avoir toujours une partie de son père partout autour de la planète avec lui, la rend tout simplement inestimable. Puisqu'on en est à parler de guitares bidouillées inestimables, parlons bien sûr de la Frankenstrat d'Eddie Van Halen.
Alors même si on est encore dans un cas de bricolage un peu particulier, on est quand même dans un tout autre univers. Car si Brian May est très précautionneux, perfectionniste et très soigneux concernant la Red Special, avec comme on a pu le voir des finitions, du vernis, les feuilles d'acajou, la bande en plastique blanche, etc., Eddie Van Halen, lui, est à l'opposé, avec des matériaux bruts, des imperfections assumées et un travail bien plus approximatif. Commençons d'abord par le prototype de la Frankenstrat, qui est notamment la version qu'Eddie Van Halen utilise sur le légendaire morceau Eruption. Alors pour ce prototype, il se procure un corps en frêne de type Stratocaster, acheté à bas prix à cause d'un nœud de bois dans le corps. Il l'a acheté à Wayne Charvel, qui bossait en tant que luthier dans son garage à l'époque et qui vendait des pièces invendables de Fender. Il s'y est également procuré un manche en érable qui par la suite changea fréquemment à cause des traitements subis par l'instrument sur les routes de tournée. Eddie Van Halen a ensuite récupéré un micro double bobinage, PAF, sur son ancienne Gibson ES-335, qu'il a positionné en position chevalet. Une des deux bobines du micro était endommagée par un court-circuit, et Eddie l'a alors rebobiné lui-même. Il n'avait cependant aucun moyen de compter avec certitude et précision le nombre de tours de fil de cuivre qu'il effectuait autour de la bobine. Le déséquilibre entre les deux bobines qui en résulte contribue fortement à la sonorité unique de la Frankenstrat. Une fois rebobiné, il a trempé le micro dans un bain de paraffine pour éviter tout effet de Larsen à haut volume. Pour finir, il a ajouté un bras de vibrato Stratocaster. Ainsi, il se retrouva avec une guitare hybride alliant une Stratocaster de Fender avec le son de Gibson. Eddie Van Halen a ensuite été démarché par un certain Floyd Rose qui inventait alors le vibrato à double verrouillage. En 1977, Eddie installa alors le système à la place de son vibrato Stratocaster pour une phase de test en conditions réelles. Cependant, une fois le prototype installé, il était impossible de réaccorder la guitare sans dévisser la deuxième ligne de vis, ce qui était donc infaisable en concert. Face à ce problème des plus contraignants, Eddie, qui avait fait du violon dans sa jeunesse, a suggéré à Rose d'intégrer des accordeurs au système, comme c'est le cas sur les violons. Ce qui a été fait en 1979, et c'est à partir de là qu'Eddie l'a définitivement intégré à la Frankenstrat. Lorsqu'il remplaça donc son bras de trémélo par le premier système Floyd Rose, il apporta également d'autres modifications. Alors que la Frankenstrat était jusque-là blanche à bandes noires, il ajouta alors une couche de peinture rouge, toujours à la peinture en spray pour vélo, en laissant apparaître des bandes de la couche inférieure. Il ajouta également un vieux micro hors d'usage, un sélecteur rouillé en position centrale et un bout de pickguard qui ne sont là que dans un usage décoratif. Il vissa une pièce de 25 centimes de dollars datant de 71 près du vibrato pour pouvoir le bloquer. Et des catadioptres ont été ajoutés au dos du corps pour des jeux de lumière. Et voilà donc ce qui donna naissance à l'une des guitares aux sons les plus reconnaissables qui, comme son prodigieux inventeur, est bien souvent imité, jamais égalé. La Frankenstrat est ainsi celle qui a été utilisée pour son solo de Billet de l'album Thriller de Michael Jackson, ou encore dans l'extrait qu'Eddie joue dans le film Retour vers le futur. Who are you? C'est aussi celle qui est vendue en masse comme version signature de l'inventeur du picking par bon nombre de marques. Tant qu'on en est à parler de Charvel, on va maintenant parler d'un modèle très apprécié dans le domaine du heavy metal, la Jackson King V. Alors quel rapport avec Charvel, me direz-vous ? Il se trouve que durant l'époque où Wayne Charvel bossait donc dans son fameux garage, à la fin des années 70, il avait un pote nommé Grover Jackson qui bossait avec lui pour créer la marque de guitare Charvel. Une fois la marque créée, Wayne Charvel a ouvert son propre magasin et il a engagé Grover Jackson en tant que luthier. En 1980, Randy Rhoads, alors guitariste d'Ozzy Osbourne, alla trouver Jackson pour lui demander de concevoir une guitare à l'esthétique unique. La guitare en question a été jugée trop futuriste et Wayne Charvel a donc refusé d'en vendre. C'est ainsi que Grover Jackson décida de créer sa propre marque pour pouvoir exprimer sa créativité sans être limité par les attentes de la clientèle de Charvel, bien plus habituée au simple Stratocaster.
Le premier modèle de la marque Jackson Guitars fut donc la Randy Rhoads. Plus tard, le guitariste de Ratt, Robin Crosby, poussa à son tour la porte de Ted Charvel et alla également trouver Grover Jackson. Il avait fortement apprécié le modèle de Randy Rhoads et lui demanda alors un modèle inspiré de la Randy Rhoads, mais aussi de la célèbre Gibson Flying V que Robin Crosby appréciait particulièrement, étant un fervent admirateur de Jimi Hendrix. Bien que très rare, Robin Crosby possédait sa propre Flying V, mais refusait de l'amocher en partant en tournée avec. Il demanda dans cette optique à Grover Jackson de faire comme une Randy Rhoads, mais symétrique comme une Flying V. Jackson lui en construisit 3, une blanche, une rouge et une noire, et il appela ce nouveau modèle une Double Rhoads. Toutes les Double Rhoads qui ont existé par la suite furent construites pour Robin Crosby et n'ont jamais été produites en grande quantité. Il faut dire en même temps que Robin Crosby mesurait 1m98 et par conséquent les Double Rhoads étaient des guitares particulièrement grandes et imposantes. Jackson a donc dû réduire les mesures dans leur ensemble pour pouvoir justement les produire en quantité. En raison de sa taille, Robin Crosby se faisait surnommer partout King. Et c'est ainsi que le modèle réduit de la Double Rhoads se nomma à son tour la Jackson King V. Quelques années plus tard, un autre guitariste s'est mis à utiliser des Jackson King V. Il s'agit de Dave Mustaine, le guitariste de Megadeth. À partir du moment où Dave Mustaine en a utilisé en 86, le modèle de la King V est entré dans le heavy metal et les ventes ont explosé. Aujourd'hui encore, la Jackson King V est un modèle très apprécié par les guitaristes de heavy metal, notamment pour son esthétique. On va à présent clore cet épisode par l'anecdote d'une guitare très rare qui se retrouvait dans les mains de 2 guitaristes emblématiques du rock'n'roll américain, Slash et Joe Perry. Parlons tout d'abord de la guitare. Il s'agit là d'une Gibson Les Paul qui, à première vue, n'a pas l'air d'avoir grand-chose de spécial. En 1959, Gibson n'a produit que 2 guitares dans le coloris appelé Tobacco Sunburst qui ont été vendues dans la masse dans les Les Paul Tobacco Burst. Déjà, il n'y a que 1400 Les Paul, les 2 coloris compris, qui ont été fabriqués entre 58 et 60. C'est donc un coloris d'une grande rareté et toutes ces guitares ont été assemblées à la main. Au moment où Joe Perry se procure la sienne, c'est un produit rare mais pas si recherché que ça et son prix correspond donc à un milieu de gamme de Gibson. Les années passent et Joe Perry devient le guitariste soliste d'un des plus grands groupes du monde, Aerosmith. Ce qui, bien sûr, apporte une bien plus grande valeur à tous les instruments qu'il possède. En 1980, il va d'ailleurs profiter de cette valeur lors d'un coup dur qui l'oblige à vendre beaucoup de ses biens, dont la fameuse Les Paul de 59 Tobacco Sunburst. Se séparer de cette guitare qu'il chérissait particulièrement l'a fortement affecté, et il chercha par la suite à la récupérer de toutes les façons possibles. Il expliqua. Vu la valeur de cette guitare, le prix qu'il en demandait, $8000, était raisonnable. Mais comme j'avais encore des soucis financiers, j'avais été obligé de décliner son offre. Cela m'avait anéanti. Au fil des années, j'avais perdu la trace de cette guitare. Elle fut en fait achetée par Slash dès son retour de tournée pour le premier album de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Comme Slash le raconte, nous sommes revenus à LA et je me suis offert un petit plaisir rare, une guitare. Un collectionneur a contacté le management car il voulait me vendre la Les Paul 1959 de Joe Perry, avec laquelle il avait été pris en photo d'innombrables fois. Joe l'avait à la main sur le poster d'Aerosmith qui était sur mon mur de ma chambre d'ado. Elle avait une éraflure caractéristique. C'était bien elle. Le type en voulait $8000, et même si je n'avais jamais dépensé $8000 auparavant de toute ma vie, il me la fallait. L'instrument précis, qui avait joué un rôle essentiel dans le choix des carrières que j'avais fait, était à présent en ma possession. C'est cette guitare que j'utilise dans le clip de November Rain, j'avais l'impression d'avoir réussi. Cependant, Joe Perry apprit la nouvelle et l'histoire de cette guitare a pris une toute autre tournure. Comme le conta Joe Perry, avec la renaissance d'Aerosmith à la fin des années 80, j'avais dorénavant suffisamment d'argent pour la racheter, si seulement j'avais su où elle était. Brad Whitford, qui a la même passion que moi pour les guitares, connaissait comme tout le monde l'histoire de ma Gibson 59 perdue. Et le jour où il vit dans un guitar player une photo de Slash avec toutes ses guitares, il repéra immédiatement la mienne. Il m'apporta la photo.
C'est ta Gibson 59, non ? Me demanda Brad. Bon Dieu, oui, fis-je. À l'époque, Slash était devenu un ami. Je l'appelais immédiatement. Ce fut le début d'une négociation qui lui paraissait alors être une éternité. Joe demanda à Slash s'il voulait bien la lui revendre, lequel lui répondit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Joe comprit et le relança 2 ou 3 fois et Slash ne donna jamais suite. Après quoi, les deux guitaristes se sont recroisés en 92 alors que les Guns N' Roses avaient demandé à Joe, Steven Tyler, Lenny Kravitz et Jeff Beck de monter sur scène avec eux lors d'un concert donné à Paris. Joe Perry en a alors profité pour parler à Slash et lui a dit « Écoute, cette Gibson 59 gâche notre amitié. Je ne vais plus te la redemander. Si tu décides de me la vendre, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. » Ce à quoi Slash s'est de nouveau contenté de dire qu'il lui fallait encore un peu de temps pour réfléchir. Au final, Jimmy Page et d'autres guitaristes ont fini par faire la morale à Slash en lui disant que cette guitare devait revenir à son propriétaire légitime. À la cérémonie d'anniversaire de Joe Perry néanmoins, il la récupéra. Comme il le dit, au milieu du concert avec Cheap Trick, mon assistant guitare s'avança et me tendit ma sacro-sainte Gibson Les Paul 59 Tobacco Sunburst. Sans rien demander en échange, en simple témoignage de son amour et de son respect, Slash me la rendait.